Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère. Nous allons tout faire pour ne pas la laisser partir en morceaux en recevant l'auteur de Fragments, le slameur camerounais Marc-Alexandre Bambé, vénère Aimé Césaire, mais il se met au garde à vous devant René Char, alias Capitaine Alexandre, et il maquille son nom en prenant sur scène le nom de maquisard du poète provençal. Marc-Alexandre Bambé est aussi l'auteur, l'année dernière, d'un premier roman primé, Dien Bien Phu. Jean-Marie Chazot s'en souvient pour son Speak French sur le français tel qu'il s'écrit depuis 1952 dans le Courrier du Vietnam. Anne Bonneau, elle se souvient toujours de l'enfance et de ses goûts avec aujourd'hui l'artiste Maorem Toro Chamou qui évoque les festins pendant la période du Ramadan. Il tombe cette année du 5 mai au 4 juin. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Marc-Alexandre Bambé. Bonjour. En tant que fils d'une professeure de français à Douala, peut-on dire que la francophonie, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ? Ah, je n'attendais pas à cette question. Alors, est-ce que je suis tombé dedans ? Je n'ai jamais vraiment su ce qu'était la francophonie avant de voyager par la poésie et pour la poésie et de réaliser que finalement c'était un espace de relation au sens où glissant l'entend. C'est une partie du tout monde, la francophonie, alors ? J'en suis intimement convaincu, vraiment, et que c'est aussi ce que nous décidons d'en faire, en fait, nous, citoyens et usagers de cette langue qui nous lie et qui nous délie parfois aussi, mais c'est vraiment ce que nous décidons d'en faire à un moment donné. Quelle langue, au singulier ou au pluriel, est-ce qu'on parlait chez vous au Cameroun ? Alors, on parlait douala, on parlait français aussi, et puis anglais, et puis il y avait toutes les langues inventées. Parce qu'on avait un jeu à la maison qui était d'inventer des mots, et donc de parler une langue qui était notre langue du cœur. Est-ce que vous avez du coup du mal à vous restreindre au seul français aujourd'hui ? Alors au Cameroun, déjà, on parle un créole, une forme de pidgin comme ça, où on mélange le français, l'anglais et puis parfois des langues locales. Non, j'ai pas de difficulté J'ai toujours pensé que de toute façon, ce qui comptait en poésie, c'était sa langue à soi, c'est-à-dire le mouvement de ses mots, le feu de ses mots, et ce feu-là n'a pas de nationalité en fait. C'est un imaginaire qui charrie finalement tous les imaginaires qui nous traversent, et ces imaginaires peuvent être en français ou pour moi en douala ou dans tellement d'autres langues que j'ai eu le bonheur d'entendre et de découvrir pendant mes traversées. Quand à 15 ans, vous lisez Aimé Césaire et René Char, vous vous dites c'est ça que je veux faire plus tard ? Plus que ça, je me dis que c'est ça que je veux être plus tard. Je veux être Césaire, je veux être Char. Césaire et Char. Je veux être René Césaire ou Aimé Char. Non, je me dis surtout que ces deux hommes-là m'enseignent que la poésie est la respiration de la femme et de l'homme debout. Et je me dis que j'ai envie d'être debout plus tard. Et voilà. La francophonie, pour vous, c'est aussi Notre-Dame de Paris, quand le feu de Victor Hugo n'est jamais très loin des cendres de l'incendie ? Non, je crois que c'est surtout justement, on parle de Césaire, on parle de Char, on pourrait parler de René de Pestre en Haïti, on pourrait parler de Sonny Laboutansi, et c'est surtout comment des hommes et des femmes s'emparent d'une langue pour véhiculer des idéaux et des valeurs qui sont cette idée, en tout cas, que la vie humaine devrait être au-dessus de toutes les valeurs humaines. Si vous vous demandez encore qui vous parle depuis le début de cette émission, qui est Marc-Alexandre Bambé, vous savez que Corinne Alexia est là pour répondre à cette question à sa manière, coupée-décalée. Qui ne connaît pas Marc-Alexandre Bambé ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Mais vous ne savez pas que le slameur a marché sur la Lune comme le capitaine Haddock ? Mais c'est à un autre capitaine qu'il a emprunté son blaze, capitaine Alexandre, en l'honneur de René Char. René Char, comme c'est bizarre. En guise de pseudo, on aurait plutôt vu Maobé comme la face B de Mao, car M-A-O-B sont ses initiales. Et les mots en initiales, le capitaine adore ça.
ADN comme Afrique, diaspora, négritude. OA2S2L comme on a slamé sur la Lune. Son OLP, son organisation de libération de la parole. Pour lui, Fragment est un OLNI, un objet littéraire non identifié. À se demander si, en invoquant Char, il a en tête le poète résistant du Vaucluse ou bien l'acronyme CHAR comme Cameroun, hier, amour, rêvé. On va commencer par la fin, tiens, Marc-Alexandre Obambé, Cameroun hier, amour rêvé. Vous avez laissé quelques fantasmes amoureux au pays natal ? Quelques fantasmes amoureux au pays natal. J'ai un amour pour le pays natal, qui est un amour qui n'est pas seulement fantasmé, mais qui est un amour véritable et profond et éternel. Donc vous y retournez souvent ? Oui, j'y retourne. J'ai le bonheur d'y retourner souvent pour la poésie, par la poésie, mais aussi parce que j'ai créé une fondation là-bas avec ma sœur et mon frère qui s'appelle la fondation JAOB pour faire plaisir dans l'esprit. pour faire plaisir à votre collaboratrice et qui est une fondation en hommage à nos parents, à ma mère qui était prof de lettres, de français et de philo, et à mon père qui était un homme de culture, qui a été mécène, qui a accompagné beaucoup d'artistes camerounais de théâtre, de musique aussi, et qui a produit des disques et qui a fait sa part en tout cas pour faire vivre la culture camerounaise à un moment donné. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris Maobé, tiens, toujours pour rester dans ce que nous dit Corinne Alexia, comme nom d'artiste plutôt que Capitaine Alexandre ? Alors Capitaine Alexandre, il y a une longue histoire. Il y a effectivement l'hommage à René Char, fondamental pour moi, parce que quand je découvre René Char, il y a un bouleversement total, comme avec Césaire d'ailleurs, mais Char, il y a cette injonction. Je découvre René Char par des vers étincelles qui sont ceux-ci. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. J'ai 15 ans, je rêve de devenir écrivain, j'ai pas de plan B, et j'ai ce texte dans les mains, et ces mots qui sont comme une injonction, en plus avec un tu. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. Je me dis, c'est quelque chose de moi que j'ignore encore. Et donc, il y a l'hommage à René Char, mais il y a un hommage à Mandela derrière Capitaine Alexandre aussi. Et notamment au vers « Je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon âme ». Donc, il y a toute une histoire autour de Capitaine Alexandre, de ce pseudonyme, et qui m'oblige à ne jamais m'écarter d'une promesse faite à l'adolescent que j'ai été. Autre rêve, on a slamé sur la Lune, votre collectif. Vous auriez rêvé d'être le premier astronaute africain ? Non, on n'a pas. Non, je n'avais pas ce rêve-là. Et je ne l'ai pas d'ailleurs, parce que nous, la Lune, on y vit, donc voilà. Voilà, c'est même pas besoin d'y aller, vous y êtes déjà. Depuis quelques lustres déjà. Votre dernier opus, Fragment, à Bernard Chauveau, édition, fonctionne comme un ouvrage multimédia, à la fois recueil de poésie, galerie de peinture et bande-son, grâce à une URL, une adresse internet, qui renvoie à la bande originale de Fragment, dont voici un premier extrait. Poser les mots, déposer le verbe, oser le cœur, encore oser le cœur, toujours partager l'univers dans une tasse de café ou dans un verre d'alcool, de rhum vieux, ma préférence à moi, sourire bleu. Réapprendre à vivre. Se souvenir de ne pas perdre de vue la vie, encore elle, la vie, toujours elle, la vie, la vraie, rêver le rêve, ancré, poème des origines. Réapprendre à vivre, accepter de mourir parfois pour renaître maître de son destin, capitaine de son âme. Regarder, interpeller, inventer, demain, s'extraire du monde, lire, écrire, dire non à la fatalité, méditer, dénouer les nœuds en soi, nouer complicité, garder capacité d'altérité, rester éveillé, habiter en humanité, être définitivement dans le mouvement de la vie qui passe, trace plus vite que les vacances d'été. Réapprendre à vivre, danser, tanguer, s'échapper belle, souvent avancer, rebelle, avancer, sensible, réinventer son chemin sans cesse, à chaque effondrement se relever et reprendre l'ouvrage, recommencer selon l'adage, chevaucher sa chute pour poursuivre le voyage, réapprendre à vivre, c'est bien de cela qu'il s'agit, réapprendre à vivre. À
la suite de quoi vous faut-il réapprendre à vivre, Marc-Alexandre Aubambé? À la suite de ma première tragédie personnelle, la perte de ma mère, et à un âge où on pense que ses parents sont éternels. Et puis, cette perte-là, cette réalité que les parents ne sont pas éternels et donc que personne ne l'est, oblige à vivre 2 fois plus et à vivre intensément. Il y a comme une urgence qui se déclenche à ce moment-là. Chez moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et cette idée que chaque instant peut être le dernier et qu'il faut réapprendre à vivre et à vivre aussi avec cette idée d'essayer d'être élégant même par mauvais temps. Alors du coup, ce que vous dites aussi, c'est qu'on se laisse distraire par le subalterne, se souvenir de ne pas perdre de vue la vie, dites-vous aussi. Parfois, donc, on passe à côté de l'essentiel, à côté de ce qui fait le sel de la vie. J'en ai le sentiment profond et ce texte est une invitation à plonger en soi pour justement découvrir son propre essentiel et ne pas passer à côté de soi, pas trop en tout cas. La vie, la vraie, rêver, la vraie vie, c'est celle dont on rêve ? Je pense, oui. Je pense que c'est celle qui gît, qui vit et vibre en nous. C'est le rêve ancré, c'est le poème des origines. C'est finalement parce que je crois aussi qu'on porte tous un poème. Alors parfois on passe complètement à côté et parfois on bascule dedans. Mais c'est ce poème dans lequel on s'ancre et dans lequel on tire l'épanouissement qui nous permet aussi de supporter le monde en fait. Et est-ce que vous avez le sentiment de vivre votre vraie vie, celle de vos rêves ? Absolument. Et je fais ça sans arrêt depuis plus de 20 ans. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Marc-Alexandre Aubambé pour la sortie à Bernard Chauveau édition de son recueil Fragments, de la poésie qui se lit et qui s'entend. Nous aurons tout à l'heure un nouvel extrait de la bande-son de ce poème du futur. Mais en attendant, retour vers le passé avec Anne Bonneau et le goût de l'enfance de l'artiste mahorais Mtoro Chamou. Ces histoires de partage que moi, j'ai mes souvenirs quand j'étais enfant, partager des choses, mais ça c'est des choses qui se faisaient fréquemment. Chez nous, on appelle ça les karams. Les karams, en fait, par exemple, il y aura une grande bouffe où tout le village encore vont se retrouver et partager un peu à manger, et discuter ensemble, et puis ainsi de suite, ça va être notre village. Ça m'a fait honneur, vous comprenez? On peut dire que ce qui était particulier, ce qui était bien surtout, c'est qu'il y avait toujours ce partage de village en village et de ville en ville. C'était ça qui était bien pour Mayotte. Autrefois peut-être. Mais ces choses-là disparaissent, oui. Ça n'allait pas tout seul. On peut dire que ça commence à disparaître. Ça finit pas, ça commence. En fait, c'est des choses qui se faisaient il y a des mois spécifiques. Je l'ai assez d'être respecté pour ça, c'est les traditions, tout simplement. C'est des traditions. C'est des choses qui manquent aujourd'hui. Bon, après, c'est vrai que maintenant, il y a certaines choses, j'ai vu, il y a certaines choses quand même qui se modernisent. Par exemple, aujourd'hui, quand il y a au mois de Ramadan, il y a certains voisins qui invitent les voisins pour venir casser le Ramadan chez eux et puis ainsi de suite. Installez-vous, Saïd, tout le monde, Adel et Badawi. Casser le Ramadan, c'est une façon à moi de parler, mais casser le Ramadan, pour moi, c'est quand, tu sais, le Ramadan, depuis le matin, tu ne manges pas jusqu'à 18h, quoi. Et à 18h, on casse le Ramadan. Où commencer? De façon, c'est bon. Les gâteaux, il y a les jus, il y a les bananes, en fait, il y a tout. Vous n'avez pas faim. Je mangerai bien un petit quelque chose. Tu as faim, toi, Dani? Elle a toujours faim, mais... Alors, ce jour-là, à chaque soir, je ne peux jamais citer ce qu'il y a parce qu'il y en a trop. Il y a trop. L'histoire, c'est que quand on fait le Ramadan, tellement on a faim qu'on croit qu'on peut tout manger. Permettez une seconde, je vais casser la graine. Et finalement, tu manges rien du tout. Tu as bu de l'eau et puis paf, c'est bon, quoi. Ça n'a pas disparu, mais si on continue et qu'on n'y fait rien du tout, oui, ça peut disparaître. Vous avez le souvenir de festins collectifs, Marc-Alexandre Aubambé ?
Oui, et puis j'en entendre parler, donc ce monsieur mahorais parler du ramadan. Moi, je suis parrain d'un festival aux Comores, donc je connais bien Et vous avez l'esprit ce- tourné vers une religion, quelle qu'elle soit? la poésie, oui, C'est ça. oui, et Franck Étienne est Dieu, pour faire simple et pour résumer ma pensée sur le sujet. Mais oui, j'ai le souvenir de festins comme ça, c'est incroyable au Cameroun. D'ailleurs, c'est aussi ce qui faisait la beauté des relations à l'époque où j'y vivais et encore aujourd'hui dans certains endroits, c'est que alors le Cameroun, le nord du Cameroun est musulman, mais toutes les fêtes religieuses sont fêtées ensemble. C'est-à-dire que les amis Oui, pas musulmans besoin vous d'être invitent, musulman, ouais, absolument pour y pas. Nous, on participer. allait fêter le ramadan chez les voisins, chez les amis, et la maison était ouverte et c'était des moments assez magiques parce qu'on partageait. Le mot d'ailleurs a été dit et redit par le monsieur qu'on vient Par d'entendre. Toro Chamou, oui. Voilà, et c'était ça, un moment de partage en fait. Et vous, qu'est-ce que vous aimiez manger à Douala? Alors je vais le dire en Douala d'ailleurs, c'est des missolets. Les missolets, c'est des bananes plantains. Je crois que c'est le repas que j'ai le plus mangé dans ma vie et que je pourrais manger jusqu'à la fin de mes jours. Je crois que s'il n'y avait plus rien sur Terre et qu'il restait des bananes plantains, je serais quand même très heureux. Est-ce qu'il y a un côté fragmenté chez vous entre l'enfant camerounais d'hier et puis le slameur français d'aujourd'hui? Non. Je pense qu'il y a un côté... Enfin, je dis non, mais en fait, il y a un côté éclaté et dispersé et entier à la fois. Et d'ailleurs, dans ce fragment, j'aime bien cette idée cette image de Fred et Bamy, de miroir brisé, et en même temps dans lequel on arrive à se voir et à deviner, à s'envisager, et à essayer comme ça de dessiner la suite, en fait. Accepter de ne pas être le premier venu ni le dernier d'ailleurs. Être pleinement dans l'instant présent qui ancre et évade au plus près de soi. De vertige en vertige, vivre, tomber, retomber en amour avec elle, poésie. Poésie qui lit, relie les âmes, délivre les hommes et les femmes de la violence du monde. Poésie qui nous élucide, nous suicide et nous ressuscite dans la tendresse hallucinée de nos jours, de nos nuits en sursis et de tous ces mots qui nous restent à écrire et à vivre. Encore. Ensemble. La fragmentation, elle est aussi dans la diction, Marc-Alexandre Obambé? Oui, elle est aussi dans la diction, dans cet exercice que je pratique aussi depuis très longtemps et qui consiste à découper mes phrases de manière un peu surprenante pour moi-même aussi parfois. La version dite, elle diffère sensiblement de la version écrite. Ce n'est pas parce que vous avez écrit vous-même ces textes que vous avez envie de les dire à l'identique? Non, je veux surtout pas les dire à l'identique. Moi, ce que j'aime, c'est sans cesse réinventer mon rapport à l'art que je pratique. Et ce projet Fragment, donc d'ailleurs, c'est important de le dire, c'est un projet collectif, c'est un livre d'artistes au pluriel, avec Alain Larribey qui a composé la BO du livre, qui est un ami magicien, musicien, dont les notes bleues comme ça réveillent les aurores boréales en nous. C'est comme ça que je le taquine souvent, mais je le pense en même temps tellement. Et puis Frédéric Ebami, qui est mon meilleur ami, on se connaît depuis l'âge de 11 ans, et on a eu le rêve de créer, de composer ensemble, et ce rêve, on le réalise aussi depuis quelques années maintenant. Frédéric Ebami est pop artiste et il a réalisé tous les visuels du livre. Et sur scène, il va encore se passer quelque chose de différent, puisqu'il y aura un moment live qui accompagnera la diffusion de ce texte. Mais l'idée, c'est vraiment toujours de réinventer le rapport à l'art, le rapport aux arts que je pratique. Et c'est pour ça aussi que l'invitation faite aux lecteurs et aux lectrices de ce texte est une invitation qui les surprendra, parce qu'on peut avoir le livre, le parcourir. Quand on écoute la BO,
on C'est encore redécouvre autre le chose, livre, ouais. c'est encore autre chose. Et quand on vient nous voir en live, c'est encore autre chose. Alors il y a un passage notamment que vous sautez, qui est reprendre Nina, Billy, Mahalia, Elia, Myriam avant de mourir, toutes divas de la soul, du jazz, que des femmes noires. C'est votre panthéon personnel ? Elles font partie de mon panthéon personnel. Et c'est celles que j'appelle des soleils noirs. C'est les femmes phénoménales de Maya Angelou. Et c'est des musiciennes, des chanteuses. Et Donc c'est souvent, Billie Holiday, des- évidemment, Ella absolument, Fitzgerald, Mahalia absolument, Jackson. Absolument. Et elles n'étaient pas seulement des chanteuses et des artistes, elles étaient des femmes engageantes et engagées aussi. Tous les textes de Fragments ne figurent pas dans votre version slam sur Internet. Nous avons donc demandé à Patrice Elédy-Cosac de nous en donner une version lue, sans musique. Nous sommes dans la partie qui s'appelle « Traverser les nuages sous les paupières de l'amante désarmante, de grâce et de simplicité ». Partir, revenir, marcher toujours droit et digne sur les traces rouges du poème. Partir, revenir, devenir soi-même. Escalader ses désastres, réapprendre à vivre tel un astre au firmament de sa solitude enchantée. Chanter son blues, arracher la joie, philosopher, poétriper, divaguer, faire le mur, voguer vers le large, l'horizon qui s'étend, la raison qui murmure puis s'éteint, devant le feu rallumé, archipel des passions. Défricher des voies nouvelles, chemin de traverse enneigé. Pour vous, qu'est-ce qu'il emporte dans vos textes, Marc-Alexandre Obambé, le sens ou le son qu'ils font ? Le sens et le souffle. Voilà. Est-ce que la poésie peut être simplement lue aujourd'hui, comme on vient de l'entendre, ou bien elle a besoin du secours, de la musique pour être vraiment entendue ? Non, la poésie n'a besoin de rien, elle nous survivra, et elle n'a absolument besoin de rien, mais elle s'accorde merveilleusement à la musique. Et pour moi, la poésie est aussi une musique de mots. D'ailleurs, je dis souvent que je suis musicien. Ça fait toujours sourire les étudiants que j'ai en face de moi. Quand ils me demandent si je pratique, si je joue d'un instrument, je leur dis oui, je suis musicien. Et la poésie est une musique de mots. Et je trouve que accorder sa sensibilité poétique à des sensibilités musicales, c'est un merveilleux voyage en fait, et un moment de relation aussi. Est-ce qu'elle se porte si bien que ça, la poésie, à l'état pur ? Est-ce qu'elle n'a pas eu besoin, justement, alors on va appeler ça de béquilles, peut-être de renfort, de secours, en tout cas du rap, du slam aujourd'hui, pour continuer à vivre ? Alors je ne sais pas si elle a eu besoin de renfort ou de béquilles. Ce qui est certain effectivement, c'est que le slam ou d'autres mouvements comme ça de poésie vibrante ont permis de réinscrire la poésie dans le quotidien des gens et avec une forme d'urgence aussi, mais j'ai pas le sentiment que la poésie ait eu besoin de renfort. Alors peut-être que je ne suis pas objectif non plus, parce que je lis de la poésie depuis 20 ans et je n'ai pas attendu le rap ni le slam. Je ne parle même pas de textes que j'écris, mais je parle de textes que je lis. Je suis un grand lecteur de poésie et donc non, la poésie a toujours eu un public. Et effectivement, des mouvements comme le slam ou le rap ou d'autres mouvements de poésie scénique ont permis effectivement de peut-être la réinscrire dans le quotidien des gens, de l'emmener en dehors des cercles un peu élitistes ou des cercles poétiques, justement. Dernière intervention, le Speak French de Jean-Marie Chazot, qui feuillette en français le courrier du Vietnam, comme on pouvait le faire au temps de la bataille de Dien Bien Phu, le titre de votre roman. Le Courrier du Vietnam, fondé en 1952, est aujourd'hui un hebdomadaire contrôlé par le gouvernement vietnamien et en partie financé par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. 26 journalistes vietnamiens, tous francophones et quelques correcteurs français, sont dirigés par une femme, Nguyen Thu Ha, interrogée ici dans une vidéo de l'OIF en septembre 2018. Nos lecteurs sont essentiellement des francophones vietnamiens et étrangers vivent au Vietnam, des touristes francophones qui viennent au Vietnam et aussi des lecteurs francophones surtout en Europe. Basé à Hanoï, le journal se décline aussi sur l'Internet et il produit une émission télévisée baptisée Espace francophone. Bonjour à tous. Très heureux de vous revoir. Le premier mois lunaire est toujours teinté de l'ambiance festive et joyeuse des jours printaniers. Et à noter que dans un autre pays communiste voisin, le Laos, un autre hebdomadaire francophone, le Rénovateur, vient de fêter ses 20 ans.
Le courrier du Vietnam, on pouvait le lire, si je puis dire, dans votre propre roman, Dien Bien Phu, qui a été couronné par le prix Louis Guillou. Quel lien personnel est-ce que vous avez, vous, avec le Vietnam ? Alors, c'est un pays dont je suis tombé amoureux avant même de le connaître, grâce à des voyages culinaires d'abord, puisqu'on parlait de cuisine tout à l'heure aussi. Et, donc c'est la cuisine qui vous a amené au Vietnam ? Pas seulement, mais parmi les choses qui m'ont amené au Vietnam, il y a la cuisine. Et puis il y a aussi l'histoire. Il y a l'histoire, il y a la mémoire, il y a la résistance, il y a cette adresse à tous les peuples colonisés aussi. On peut vaincre l'Empire. Et donc il y a tout ça pendant plusieurs années. Et puis là, le bonheur, l'honneur aussi de pouvoir y aller au mois de mai prochain pour lire un roman que j'ai écrit, dont le titre est Dien Bien Phu, et d'être invité au Vietnam pour dire ce texte à l'occasion des commémorations de la bataille de Dien Bien Phu. Alors ce qu'on a appelé la cuvette de Dien Bien Phu en 1954, c'est la fameuse défaite française de Bijard en particulier, le général Bijard qui sera ministre ensuite. Qu'est-ce qui vous attire tant dans cette page d'histoire-là ? C'est l'histoire coloniale, l'histoire décoloniale ? C'est exactement ça. Alors, il y avait cette idée, quand j'ai commencé ce texte, déjà il y avait ces 3 syllabes, Dien Bien Phu, ce son, cette claque poétique. Ensuite, tout ça rempli d'histoire et de mémoire, et puis l'envie d'écrire un texte qui questionnait la colonisation et qui parlait des luttes de décolonisation. Et un texte aussi qui questionnait la schizophrénie, j'ai toujours pensé, en tout cas, qu'il y avait forcément eu au moins un tirailleur africain qui s'était dit « mais qu'est-ce que je fous là, ce n'est pas ma guerre ». Donc il y a Alassane Diop chez Alassane vous, Diop, oui. Qui est le compagnon d'armes d'Alexandre. Alexandre, c'est un peu vous du coup ? Qui est mon narrateur, oui. Écrire un roman, c'est pas la même chose qu'écrire un poème, ça n'est pas le même investissement, on passe facilement de l'un à l'autre. Non, on ne passe pas facilement de l'un à l'autre, mais on peut passer naturellement de l'un à l'autre. C'est ce qui m'est arrivé, le geste d'écriture elle-même, mais le temps matériel pour écrire, le temps que nécessite l'écriture d'un roman n'est absolument pas le même temps que nécessite l'écriture de la poésie, qui est plutôt une série de fulgurances comme ça qui nous saisissent presque, et où on n'a même pas l'impression qu'on écrit, on s'écrit, on laisse s'écrire en soi des mots, et alors que pour le roman, oui, il fallait du temps, s'arrêter de tout faire pour se consacrer à des pages et des pages. Merci Marc-Alexandre Obambé. On peut vous lire donc dans Dien Bien Phu aux éditions Sabine Vespiezer, et puis dans Fragments, publié par Bernard Chauveau Éditions. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Patrice Elie-Cosac, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber, Diane Connet et Gilles Masaniello. France